Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Maximilien. Alors, pour résumer, pour faire court, zut. Pour résumer, pour faire court, en gros, je suis titulaire d'un Bac+2. Donc voilà, j'ai souhaité m'arrêter là parce que je préférais l'expérience professionnelle vis-à-vis des études finalement, et pas non plus l'argent pour mettre dans une école d'ingénieur. Donc voilà, j'ai 6 ans d'expérience avec SS2I. Je suis passé chez Silis, qui a été racheté par Open récemment, et Atos également. Et je me suis lancé en indépendant en fin 2010. Donc voilà. Suite à ça, je suis maintenant également cofondateur et CTO d'EcoDaco. C'est une solution en fait de transport à la demande. Donc vous avez une application qui permet de réserver un véhicule avec chauffeur. Voilà, on vient de lancer le service en 2012, fin 2012 dans la métropole lilloise, et on souhaite s'étendre après sur le reste. Voilà. Donc l'objet de mon intervention, c'est pourquoi devenir freelance et comment devenir freelance, quel intérêt, etc. Alors, devenir freelance, c'est quand même, mine de rien, un gros challenge. Bon, moins que l'entrepreneuriat et monter une boîte, je dirais. Mais il y a quand même pas mal de choses à calculer au départ. Et voilà. Alors les avantages, clairement, être son propre patron. Gagner plus, ça je ne vous le cacherai pas. Plus de reconnaissance aussi sur son travail. En SS2I, c'est vrai qu'on est placé sur des clients, on n'a pas forcément la reconnaissance souhaitée sur son travail, etc. En indépendant, c'est vraiment pas le cas. Quand on passe chez un client, le client vous fait confiance totalement et vous invite d'ailleurs à être force de proposition, à changer les choses chez eux. Donc voilà. Flexibilité au niveau organisation. Donc au niveau temps de travail, c'est vous qui gérez votre plan, enfin votre temps. Soit vous bossez en remote, c'est-à-dire chez vous, soit vous bossez directement chez le client, où là vous avez les contraintes horaires finalement du client. Mais ça dépend de l'émission, ça dépend du style de mission que vous souhaitez faire. Être maître de sa carrière professionnelle, c'est un des avantages également. Quand on est en SS2I, c'est compliqué d'avoir une ligne directrice sur son CV et de ne pas être tringalé d'un poste à un autre qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est vraiment l'un des avantages. Les inconvénients, c'est de ne pas avoir de certitude finalement sur les contrats qui vont tomber. Surtout au départ, c'est vrai que c'est l'une des principales peurs, je dirais. Perdre les bénéfices d'être salarié, donc tout ce qui est congé payé, retraite, complémentaire santé. Bon, après, tout ça, c'est possible de l'avoir également en indépendant, mais c'est des choses que vous avez payées en supplément, donc notamment pour la retraite et pour les congés payés. Ouais. Non, congés payés, mais complémentaire santé. Et perdre une stabilité confortable. Être salarié, c'est vrai que c'est assez confort. On est souvent... comment dire Bon, je vais parler ça, c'est pas grave. Ouais. N'hésitez pas surtout à m'interrompre si vous avez des questions, si je vais trop vite, si je passe trop vite sur des points. Il vaut mieux que la conférence soit assez interactive, donc n'hésitez franchement pas à m'interrompre. Les qualités requises pour être indépendant, savoir se vendre, ça c'est l'un des principaux points, je dirais. Il y a des moyens détournés de pouvoir se vendre. Il y a des sociétés qui vont vous vendre directement. Donc il y a quand même d'autres moyens finalement que se vendre soi-même également. Mais ça fait partie des points quand même principaux. Être entrepreneur de l'âme, ne pas avoir peur du risque, de l'incertitude, etc. Être autonome, là-dessus c'est clair que dans pratiquement toutes vos missions, vous serez dans votre bulle, que ce soit en remote, ça c'est vrai surtout, en régie un peu moins, il va falloir échanger un peu plus avec tout le service. Capacité d'adaptation, ça c'est également très important. Vous allez switcher d'un poste à un autre, d'équipe en équipe. Vous pouvez travailler sous des formes différentes. Donc là-dessus, c'est vraiment aussi important.
Une motivation, ouais, une motivation de toute épreuve. Il y a des coups durs quand on se lance indépendant. Il y a des moments où on ne sait pas trop si les clients vont tomber, etc. Maintenant, il faut faire preuve de persévérance et toujours rester motivé. Et savoir anticiper également. Il y a plein de choses qui doivent être anticipées dans le cadre d'un indépendant. C'est notamment vos congés. C'est quelque chose que vous allez prévoir dans votre facturation. Donc c'est des jours que vous n'allez pas être payés. Donc du coup, c'est des choses que vous prévoyez directement dans la facturation client. Alors des doutes. Clairement, avant de passer par l'être indépendant, on est assailli de doutes. On ne sait pas trop est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait. Moi-même, j'étais un salarié pendant 7 ans. Et c'est vrai que passer le cap, c'est assez compliqué. Alors pour éviter justement, pour se rassurer, je dirais, dans un premier temps déjà, et se prévoir aussi des portes de sortie, pour virer tous ces doutes, il faut créer des portes de sortie. Donc n'hésitez pas, avant de vous lancer, à aller voir d'autres sociétés pour passer des entretiens, etc. Savoir si votre CV matche bien, si vous êtes demandé, si vous allez avoir du contrat derrière. Limite, avoir également une proposition d'embauche pourrait être un plus. Ça pourrait être une corde à votre arc si jamais ça ne fonctionne pas dans un premier temps. Démarrer avec un contrat, alors ça je dirais c'est quand même le plus important. Se lancer en indépendant, ouais, il faut vraiment trouver un premier contrat, un premier client. Alors ça on va voir comment trouver des clients après, mais c'est beaucoup plus simple quand c'est comme ça. Le statut d'auto-entrepreneur qui permet également de tester un peu son activité. Vous pouvez faire ça en tant que salarié, vous pouvez faire ça en tant qu'étudiant. N'hésitez pas, c'est très très bien pour tester, pour voir comment ça match, comment vous réussissez à acquérir du client, etc., etc. Faire du networking également. Donc vous pouvez commencer toute cette partie-là avant de vous lancer concrètement en indépendant. Échanger, se faire mentorer par d'autres freelances. Donc oui, je pense qu'il y a un beau réseau d'indépendants à Lille, un beau réseau web également, dans tous les métiers du web. Il y a énormément de rendez-vous, et on en reparlera tout à l'heure. Il y a énormément de rendez-vous, conférences, etc. Je pense qu'il faut systématiquement y aller, créer un réseau et rencontrer des gens et échanger avec eux. C'est l'une des choses qui fait vraiment avancer dans n'importe quel métier. Donc, voilà. Alors avant de passer à un indépendant, forcément il faut étudier un peu son projet. Je ne vais pas vous demander de faire un business model parce que le business model n'est pas très original, donc ça n'est pas forcément un business model. Par contre, en amont, en fait, il faut savoir toute votre expérience en amont va être définitive aussi sur votre passage en indépendant. Donc là-dessus, je dirais qu'une chose, c'est quand vous sortez des études, devenez direct acteur de votre CV et laissez personne maîtriser votre CV et les lignes directrices que vous voulez suivre. C'est vachement important. Spécialisez-vous également. Donc moi, par exemple, sur le CV, j'ai deux lignes directrices qui ressortent énormément. C'est le domaine bancaire, donc ça c'est plus un domaine fonctionnel, mais également au niveau techno, donc toutes les vieilles techno liées au domaine bancaire, et également toute la partie Java J2E, donc nouvelle technologie. Solliciter des formations, n'hésitez pas dans les boîtes où vous passez à solliciter des formations. C'est des choses qui vont leur apporter, mais également à vous dans le futur. Donc ça, il faut être demandeur, parce que clairement, on ne va pas vous dire tiens, je vais vous caler dans une formation comme ça de but en blanc. Il faut vraiment être demandeur là-dessus, que ça suive la ligne directrice de votre CV, vers quoi vous voulez tendre finalement. Une formation, ça a un certain coût. Oui, complètement. Mais quand on est salarié, il faut savoir qu'il y a les TIF, etc. Donc les entreprises sont capables de vous former largement. Après, des fois, c'est une question de temps aussi. Vous êtes placé dans une mission qui va durer 3 ans. Clairement, votre société ne va pas vous faire sortir pour vous former 2 semaines ou 3 semaines sur la technologie. Mais bon, il faut essayer le plus possible de pousser la chose et que
ce soit un apport de compétences par rapport à une mission actuelle, ou ouais, faut essayer de pousser quand même la chose. Et peut-on se lancer en sortie d'études? Alors de plus en plus, la question se pose, sans expérience, est-ce que je peux me lancer en indépendant? Je dirais oui et non. Oui, parce que le marché indépendant en fait est vraiment en pleine explosion. Aux États-Unis, ça commence vraiment à être un statut qui est plébiscité et beaucoup de personnes commencent à travailler sous cette forme. Non, parce que l'expérience professionnelle est quand même assez importante et permet d'acquérir pas mal de choses, notamment tout ce qui est estimation de charges sur vos projets, etc. C'est des choses qu'il faut pratiquer pour connaître. Et une fois passé en indépendant, si vous avez déjà ces cordes-là à votre arc, vous irez beaucoup plus vite par la suite. L'expérience professionnelle aussi, commencer en indépendant sans portfolio, avec une ligne blanche sur son CV, c'est assez compliqué. Vous allez aller dans des sociétés qui utilisent que des freelances, par exemple, qui vont vous demander votre CV forcément, et qui vont vous présenter à leurs clients. Clairement, il vous faut de l'expérience professionnelle là-dessus. Pour se placer sur des liens de mission, sur des grands comptes, etc., il faut clairement de l'expérience. Alors, préparez votre projet. Définissez bien ce que vous voulez faire dans 6 mois, 1 an, 5 ans à venir. Que ce soit, je vous le conseille maintenant. Vous avez déjà, je pense que si vous voulez être indépendant, vous savez déjà maintenant en fait. Moi j'avoue, avant même de commencer ma vie de salarié, j'ai l'idée d'être indépendant me trottait déjà dans la tête, de créer une boîte également. Donc c'est des étapes qu'il faut prévoir. Et pour aller dans ce sens-là, clairement, il faut le voir dès le début. Regardez un peu quels sont les technos recherchés sur le marché. Pour ma part, quels technos sont pas mal recherchés? Magento, par exemple, qui est une solution open source e-commerce, qui me donne pas mal de contrats à l'heure actuelle. Il y a quoi également? Le domaine bancaire, bon ça c'est clair, mais j'ai un peu laissé de côté parce que c'est des missions trop longues pour moi maintenant. Mais c'est recherché. COBOL, les vieilles techno, je sais que ça passionne aucun d'entre vous sûrement. Mais COBOL, Backbase, DB2, c'est vraiment des vieilles techno qui sont vraiment pas sexy. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de demandes là-dedans et il n'y a pas de souci à trouver du taf. Java J2E aussi, c'est clair que là, on est clairement sur un profil qui est vraiment recherché. Donc voilà. Après, il y a des technos moins connus, Ruby on Rails, par exemple, où peu de salariés pratiquent le Ruby on Rails. Par contre, vous allez trouver pas mal de freelances qui font du Ruby on Rails. Donc d'autres questions, vers comme spécialisé, on vient d'en parler. Sous quelle forme aimeriez-vous travailler? Donc à savoir, vous pouvez travailler sous plusieurs formes en tant qu'indépendant. Soit en remote, donc chez vous, où là vous gérez votre temps à votre manière. Vous pouvez faire des projets du coup au forfait. Donc vous annoncez un prix au client et vous allez vous tenir sur ce prix-là en fait. Peu importe si vous dépassez ou pas la charge que vous avez estimée au départ. Ensuite, il y a tout ce qui est régie, donc avec un taux horaire. Donc là, vous allez placer chez un client, ça peut être pour des très longues missions. Vous pouvez rester 1 an, 2 ans, 3 ans facilement. Ça assure une stabilité, donc c'est des choses aussi selon votre ressenti, ce que vous préférez, etc. C'est vraiment à vous d'apprécier cette chose-là. Comment vous souhaitez travailler. Sachant que si vous bossez chez vous, il est super important de quand même voir du monde dans la profession, d'échanger avec des développeurs, etc. Donc il n'y a pas que sur Internet, il faut sortir également. Les espaces de coworking sont assez présents sur l'île, ça bouge pas mal de ce côté-là. Il y a également pas mal de confs, j'en parlais encore tout à l'heure et je vais en reparler je pense encore souvent. Mais toutes les semaines il y a forcément un événement qui se passe et qui concerne le web. Donc, et la communauté est assez petite et c'est facile de connaître pas mal de monde à l'île finalement. Parler brièvement des statuts, je ne suis pas expert là-dedans. À ce niveau-là, clairement, je vous dirais, allez voir la CCI ou si vous voulez vraiment voir les détails, allez voir la CCI, un expert comptable ou quoi que ce soit. Je
pense qu'ils seront plus à même à vous conseiller là-dessus. Sur les statuts possibles et les formes juridiques possibles, donc il y a la personne physique, donc auto-entrepreneur ou entreprise individuelle, personne morale, URL, SARL, SASU et SCOP, et le choix également du régime fiscal, donc à savoir si vous êtes imposé sur le revenu ou si vous êtes imposé sur les sociétés. Donc voilà, imposé sur les sociétés, c'est intéressant quand vous faites vraiment un bon chiffre d'affaires. Avant les 60 cas, je pense que c'est pas forcément envisageable. La partie administrative, ça c'est une grosse partie du boulot quand même quand on est indépendant. Ça peut faire peur au départ, mais si vous organisez bien, vous préparez des devis, enfin des templates de devis, des templates de factures, etc. Après, vous pouvez faire des devis et d'appels. Et si vous êtes, pareil, une feuille de calcul qui vous permet de calculer vos prestations, de calculer sur votre forfait qu'est-ce que vous avez chiffré, vous chiffrez tous vos heures, vous savez quel taux horaire appliquer à tel métier, à telle compétence, et derrière vous en sortez un tarif. Il faut vraiment essayer d'automatiser la chose et de rendre ça le plus fluide possible, quoi. Pas perdre de temps là-dessus. Dans cette même optique, je vous dirais l'expert comptable, oui. Rapprochez-vous d'un expert comptable assez rapidement. Dès que vous avez dépassé les 30 cas, c'est une sûreté pour vous. Vous ne prenez pas des risques de ce côté-là, vous ne perdez pas de temps également. C'est clair que c'est un budget, mais bon, c'est pas non plus. C'est réparti les charges. En tant qu'indépendant dans le milieu de l'informatique, vous avez peu de charges, c'est à savoir. Et donc, du coup, il faut en générer quand même des charges. C'est là-dessus que vous n'avez pas payé d'impôt, donc forcément, ça va diminuer votre impôt derrière. Donc, des charges, il faut en trouver et il faut aller les chercher. L'expert comptable, je dirais, dès que vous avez l'argent nécessaire, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire régulièrement, chaque mois, n'hésitez pas à refaire tous les points sur les factures, devis, compta, etc. TVA, qu'est-ce que vous devez déclarer à la TVA? Bon, c'est la partie administrative, c'était la partie qui peut un peu faire peur, mais franchement, après quelques mois, vous allez être vite dans un train et il n'y a pas de souci. Et question? Oui. Toi, tu es parti sur quoi? Auto-entreprise Entreprise individuelle. Entreprise directement? Non, je suis passé en auto-entrepreneur pour tester l'activité justement au départ. Franchement, ce statut est pas mal pour tester. Il y a finalement peu d'auto-entrepreneurs qui concrétisent en entreprise individuelle ou en autre de société. Je crois que c'est 7% des auto-entrepreneurs qui poursuivent derrière et qui passent à autre chose. Mais pour moi, c'est une bonne manière de tester en étant salarié, avec quelques petites heures réparties le soir, le week-end. Ouais, complètement. Et tu as mis combien de temps à avoir suffisamment de clients pour dégager un chiffre d'affaires, un bénéfice? Au départ, en fait, vu que je travaillais à côté, c'est vrai que c'était peu d'heures allouées en tant qu'indep. Donc c'était des petits projets, des sites internet, etc. 10 heures par semaine? Ouais, 10-15 heures par semaine, un truc dans le genre. Et une fois que tu as arrêté de travailler, au bout de combien de temps tu as eu... Direct. Ouais. Assez de clients directement? Oui, complètement. Dès que j'ai déposé mon préavis à ma boîte, derrière j'ai direct enchaîné. Et tu t'attends quoi comme client? Alors là, je vais revenir peut-être un peu après. Ouais. Mais il y a plusieurs façons de trouver des clients. Là, pour le coup, je suis passé par une société style SS2I en fait. C'est un peu le même principe, je dirais, global. Alors, ils vont démarcher pour vous les clients, etc., etc. Ils vont pouvoir aussi gérer une partie de la comptabilité, mais vous êtes indépendant. Donc ça vous apporte une grosse partie, donc la partie commerciale qui est assez galère à faire au départ. Et question? Oui. Tu as essayé de taper sur les TPE, PME? Oui, pour la création de sites, mais pas pour des plus gros projets. J'avoue que non, j'ai pas trouvé de TPE, PME. Les startups, oui, sont demandeuses là-dessus, je dirais. Les startups, il n'y a pas de souci, ils emploient du freelance sans souci, et c'est pour du projet long terme. Ou alors c'est des versions successives qui vont s'enchaîner avec des trous à l'intérieur, donc
mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Organisation, alors clairement, il faut se doter des outils qui vous permettent de gagner du temps. Tous les outils web qui vous permettent de gagner du temps, il y en a énormément, que ce soit pour la prise de notes, les agendas, etc. N'hésitez pas à abuser des web apps actuelles, que ce soit Google Calendar, Google Docs, Dropbox, j'en passe les meilleurs. Voilà, essayez de vous faire une petite checklist de quels outils peuvent vous faire gagner en puissance et en opérationnel. Les types de contrats, j'en parlais tout à l'heure, donc il y a soit régie, soit forfait. Régie, donc vous êtes placé directement chez le client et vous êtes facturé avec un taux horaire. Donc là, c'est vous qui définissez le taux horaire finalement, après, selon le marché forcément. Ça varie d'une technologie à une autre, également du niveau d'expérience. En gros, c'est à peu près tout. Si vous devez vous former à ces technologies, n'hésitez pas à inclure également le coût de formation que vous aurez de ce côté-là. Parce que si vous êtes complètement débutant sur une techno, que vous avez soumis un contrat sur une techno, n'hésitez pas, il faut vous former dès le départ, histoire de rentrer le plus vite possible dans le projet. Et ça, c'est quelque chose, de toute façon, les clients vont vous demander vraiment. C'est opérationnel assez rapidement. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas sur la partie formation là-dessus et à la chiffrer également dans le devis. La partie forfait, là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, il faut estimer un peu les charges de travail. Sur des technos qu'on ne maîtrise pas, c'est vraiment compliqué. Donc, dans un premier temps, je vous conseillerais de le faire sur les technos que vous connaissez, sur lesquels vous êtes sûr de pouvoir chiffrer à peu près correctement. Prévoyez une marge. Là-dessus, prévoyez une marge. Prévoyez également dans la partie chiffrage vos temps morts, les jours où vous n'avez pas travaillé après la prestation, donc vos congés finalement. Voilà, sur la partie chiffrage. Ouais. Et automatiser tout ça, feuille de calcul, etc. Essayez d'automatiser au mieux. Sachant que forcément vous allez être amené à exercer plusieurs métiers en tant qu'indépendant. Ça peut être une prestat d'hébergement, vous allez avoir votre serveur de votre côté. Il faut savoir n'importe quel devis qu'on vous demande, combien vous allez facturer de ce côté-là sur la partie hébergement. Ça, c'est des choses qui sont assez récurrentes, qui reviennent souvent. Ça, ce prix-là, il doit être clairement fixé et bien défini dès le départ. Alors, sur le cahier des charges, là, je vous dirais d'être super vigilant avec les clients. Il va falloir décortiquer vraiment avec eux et passer énormément de temps sur cette partie-là. Cette partie-là fait également partie du chiffrage. Et clairement, il y a du temps à passer là-dessus. Souvent, les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut très vite les recadrer. Ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et éviter justement d'avoir un besoin qui n'a pas été vraiment identifié et qui va déborder sur une charge de travail considérable et qui va être finalement à vos frais. Donc là-dessus, soyez assez vigilants et cloisonnez vraiment le projet. Essayez de cloisonner le projet et vraiment définir un bon cahier des charges avec le client. Et ça permettra également de faire un devis super précis. Plus le cahier des charges est précis, au plus vous l'avez cloisonné. Derrière le devis, normalement, c'est assez facile. Vous comptez le nombre d'heures par tâche et là, il n'y a aucun souci. Le devis va devenir un peu plus simple à faire. Sur la partie, j'en ai déjà parlé, définir votre horaire, donc tout ce qui est récurrent, tout ce qui est prestat de formation, prestat de formation qui est post-réalisation. Donc vous allez créer un logiciel, derrière vous allez former les gens à l'utiliser, ou un CMS par exemple, vous allez utiliser pour faire un site internet. Typiquement, derrière, vous pouvez avoir une prestation de formation pour former les utilisateurs finaux. Donc l'hébergement, j'en ai parlé, il y a tout ce style de prestations. Chiffrez-les dès le départ, avant même de commencer votre activité. Commencez déjà à la chiffrer au départ. De toute façon, il y en a pas mal qui sont assez récurrentes et qui reviennent de toute façon. Prévoyez la marge, pensez aux frais généraux, toutes les charges dont vous avez, toutes les charges que vous avez, et les périodes sans contrat, donc toutes les périodes congés payés, etc. Congés payés.
trouver des missions. Donc j'en reviens un peu où tu posais la question. Clairement, il faut être visible sur le net le plus possible. Twitter, sur Twitter, faites de la veille technologique. Montrez également vos compétences techniques. Ça va jouer dans votre réseau. Les personnes vont savoir que vous êtes expert dans ce domaine-là, etc. Si eux, ils ont des besoins d'autres clients, ils vont vous les rediriger. L'aspect networking est vachement important. On va commencer peut-être par le début. Site d'appel d'offres. Alors moi, j'avoue, j'ai peu fait appel à ce type de site. Donc c'est freelancer, notamment codeur. Là, vous payez un abonnement mensuel qui vous permet de prendre contact finalement avec les personnes, les clients déposant un cahier des charges. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de réponses. Enfin, moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y a énormément de réponses, énormément de concurrence là-dessus. Des fois, des prix un peu tirés vers le bas. Donc, des fois, ça va pas trop dans le bon sens. Pour moi, ça n'a pas été la solution que j'ai adoptée, finalement. Et le paiement au contact, oui, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que derrière, on n'est pas sûr de remporter un contrat. Donc, oui, pourquoi pas, mais. Alors, il y a toutes les sociétés qui accompagnent, donc style SSEJ, on parlait tout à l'heure, qui accompagnent les freelances. Dans le Nord, il y en a 2 qui se sont spécialisés sur la partie freelance. Il y a une Cito IT par laquelle je suis passé pour ma première mission. Donc, une fois que j'ai démissionné de chez Atos, derrière, en fait, j'étais déjà en contact avec une Cito IT. J'avais passé également l'entretien avec le client chez Cofidis. Et je suis rentré vraiment 2-3 semaines après être sorti de chez Atos. Donc, ça peut être. Franchement, sur le démarrage, c'est une bonne solution. En plus, quand on quitte une SS2I, on est habitué à faire des longues missions, à pas être là à chercher des missions toutes les 2-3 semaines ou à chercher des contacts et tout ça, des contrats. Là, ça assure une stabilité pour les départs, ça peut être pas mal. C'est vraiment une solution, une bonne solution. Vous profitez d'un portefeuille client, parce que clairement, chez Cofidis, vous ne pouvez pas y entrer juste avec votre CV et votre statut d'indépendant. Il faut être référencé chez eux. Donc, qui est référencé chez eux? Les grosses SS2I, forcément. Et également ces sociétés-là qui sont référencées. Ils peuvent vous proposer aussi le portage salarial. C'est comment dire, vous êtes indépendant sans être réellement indépendant. Vous avez une fiche de paye. C'est aussi également pas mal pour tester l'activité et tester le statut d'indépendant. Donc c'est sur le même pied que l'auto-entrepreneuriat finalement. Peu de contraintes. Vous allez avoir une fiche de paye récurrente. Même si vous avez des trous dans vos missions, entre vos missions, des trous importants, vous allez avoir des fiches de paye là-dessus et vous allez être vraiment encadré comme un salarié, je dirais. Voilà. Moi, j'avoue que pour le coup, je suis passé direct en statut IRL. Comme j'étais passé en auto-entreprise avant, je suis passé direct en entreprise individuelle. Tout ce qui est networking, donc oui, ce qui peut vous apporter le plus de boulot, je dirais, c'est l'aspect networking. Donc là, il faut vous rapprocher de toutes les personnes qui font des métiers complémentaires aux vôtres. Donc je me suis tourné vers des designers, web designers. Donc essayez de créer des partenariats finalement avec ces personnes. Donc web designer, référenceur. Moi, je me suis web designer, référenceurs, qui ne sont pas trop mes parties finalement. Community management également. J'ai 2-3 personnes que je connais. Donc voilà, rapprochez-vous des métiers complémentaires aux vôtres pour justement créer une force ensemble et pouvoir répondre à n'importe quel besoin client. Si ce n'est pas vous qui puissiez y répondre, vous pouvez rediriger assez facilement. Et l'inverse est vrai, et ça vous rapporte énormément de contrats. Donc la recommandation, donc ça c'est vraiment le sujet. Les espaces de coworking, donc à ce niveau-là aussi, pas mal de clients passent. Il y a beaucoup d'échanges qui sont faits de ce côté-là. Au lieu de bosser chez soi tout seul, qui peut être vite au bout de 2-3 mois assez, comment dire, trop cloisonné, vous allez trop cloisonné, etc. Il faut vraiment voir du monde. Les espaces de coworking, c'est assez sympa là-dessus. Vous allez rencontrer du monde, des adeptes. Et,
Tout ce qui est conférences, apéro aussi également, c'est des choses qui se passent régulièrement sur l'île, donc j'en parlais tout à l'heure. Toutes les semaines, il y a un apéro. Par exemple, mercredi, là, il y a le Giga Apéro au salon VAD Connex, qui est donc orienté e-commerce. Donc si vous souhaitez rencontrer des indépendants qui bossent dans le e-commerce ou des clients, c'est clairement l'endroit où il faut être. Donc voilà. Des espaces de coworking, vous avez des noms ou pas? Ouais, il y a Coworking Lille, que je connais particulièrement, qui organise aussi des événements au sein de l'espace coworking. Donc même les événements permettent de déjà visiter les lieux, prendre un premier contact. Sur les espaces de coworking, il faut savoir que du coup, vous louez forcément un bureau. Il y a des services un peu annexes, donc Internet, le téléphone, des choses comme ça. Mais vous pouvez y faire un message, repartir, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment les espaces de coworking sont vraiment en train de se développer. En France, il y en a avoir un dans la ruche, à côté, dans la ruche d'entreprise. Finalement, il n'y a pas assez de place pour toutes les startups arrivantes. Donc ils ont finalement viré cet espace de coworking, c'est bien dommage. Donc voilà. Tout ce qui est conférences, conférences tech, mais pas seulement, donc orienté métier, j'en parlais, e-commerce. Les conférences tech, j'étais moi la semaine dernière à Review Motion, à Dotterby, donc qui est une conf Ruby. Là-bas, j'ai rencontré pas mal d'indépendants. Clairement, vous réseautez à partir de là, et s'ils sont surchargés, qu'ils ont des demandes auxquelles ils ne peuvent pas faire face, ils vont vous les transférer. Donc ouais, pas de souci. Allez vers tous les indépendants qui se présentent à vous, et n'hésitez pas à faire du networking là-dessus. Un dernier point, clairement, il faut se former continuellement. Faites de la veille en ligne. Twitter, c'est un des meilleurs outils pour la veille. Si vous n'avez pas de compte Twitter, je vous invite direct à le créer, mais je ne pense pas que ce soit le cas peut-être. Créez-vous des listes par type de techno. Moi, j'ai par exemple des listes sur Twitter sur toutes les conférences qui se passent. Donc forcément, je vais être au courant de tous les sujets qui vont avoir lieu dans chaque conférence, etc. Les slides, etc. Même si vous n'y participez pas, vous allez vous suivez le hashtag, vous participez quand même à la conférence, pas de souci. Donc ouais, là-dessus, veille Twitter, Google Plus également, qui est un bon outil maintenant de veille et de curation. Sur la veille, n'oubliez pas également tout ce qui est livre. C'est clair que moi j'en ai acheté pas mal, il y en a plusieurs des éditions Euros notamment qui font pas mal de bons bouquins. C'est une bonne base de documentaire là-dessus. Tout ce qui est conférence workshop, c'est un peu de la redite, mais également. Enfin, ça crée du réseau, ça vous forme également. Il y a plein d'avantages à ça en fait. Et les formations, oui, n'hésitez pas non plus à sortir un peu de budget pour vous former. Vous voyez que vous avez des demandes récurrentes sur une techno que vous maîtrisez, mais vous n'êtes pas expert. Pourquoi pas passer le cap d'être expert, et allez-y avec une formation et passez le cap. Derrière, c'est encore plus de demandes qui vous arriveront, et une sûreté sur tous les tâches à avoir. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? J'étais un peu rapide, je pense, sur 2-3 points, mais bon, faut m'excuser, c'est ma première conf, et donc c'est assez compliqué aussi. Ouais, j'ai une question. Ouais. Il y a un marché clairement sur l'île, Oui. qui est développé, etc., qui commence peut-être à passer sur un... J'ai une question, est-ce que tu connais un peu le marché alentour, Valenciennes, de l'autre côté? Non. J'ai jamais eu besoin d'aller jusqu'à Valenciennes pour trouver du taf, ouais, sûrement. Sur l'île, c'est... Sûrement, Valenciennes, après, il y a des gros pôles technologiques. Je sais qu'il y a un gros pôle accès automobile, etc. Ouais. Si, du taf, il y en a sûrement. Est-ce qu'ils sont plus sensibilisés au statut d'indépendant? Je ne suis pas sûr que dans la métropole lilloise. La métropole lilloise, les clients sont déjà bien évangélisés là-dessus, connaissent les indépendants,
reconnaissent un peu justement aussi les qualités. Et clairement, quand un client vient vous voir, c'est pour changer les choses, il faut que ça y aille chez eux et force de proposition. Alors que, je sais pas, des plus petites villes comme Valenciennes ou quoi, je sais pas, s'ils sont plus sensibilisés à ce type de statut. Ça va bien. D'autres questions? Comment on explicite sur un CV qu'on travaille en freelance, genre quand on commence? Si on a des clients, en parallèle d'un boulot qu'on aurait normalement en tant que salarié, comment on l'explicite dans un CV? Comment t'explicites ça? Tu mets les deux en parallèle, enfin moi c'est ce que j'ai fait. Après ça dépend. Si tu es en poste à l'heure actuelle, si tu te lances en auto-entrepreneur, regarde bien ce que ça ne fasse pas concurrence, que ton statut ne fasse pas concurrence aussi à ton employeur. Il vaut mieux qu'il soit au courant. Tu lui dis que tu fais 10 heures, 15 heures pour un supplément, pourquoi pas. Il vaut mieux lui expliquer les choses clairement pour éviter un porte-à-faux là-dessus. Et du coup, tu peux aussi le valoriser sur ton CV. C'est peut-être tu vas peut-être développer une partie technologique que tu développeras pas chez eux, mais qui par contre sur ton CV va porter un peu la chose. Donc ouais. Je dirais c'est de mixer les deux. Moi clairement, maintenant j'ai une ligne en tant que cofondateur d'une société, j'ai une ligne en tant qu'adepte. En dessous de ça, il y a toutes les expériences pro en tant que salarié également. Donc ouais, comment le mettre en valeur, essayer de dissocier quand même les choses. Mais, après, le mieux est d'avoir aussi un portfolio sur le web. Si c'est pour faire de la création web, j'avoue que c'est quand même un secteur qui est assez fort concurrentiel. Se lancer en indépendant juste pour faire de la création de site internet, pourquoi pas. Mais vous allez être confronté à pas mal d'acteurs qui font, je dirais, un peu de la merde. Donc voilà, il faut vraiment se différencier. C'est assez compliqué parce qu'il y a des acteurs qui vendent tout et n'importe quoi pour un prix démesuré. Il faut vraiment se différencier, etc. Donc pour la création de site internet, c'est vraiment compliqué, je trouve, de se positionner et se démarquer à ce niveau-là. Mais là-dessus, créez votre portfolio, mettez en avant vos missions en tant qu'indépendant. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Oui. Est-ce que tes premiers clients, t'as pas eu est-ce que tes premiers clients ont pas eu de crainte par rapport à ta capacité à gérer un projet seul pour la première fois? Non, pas de crainte, plus de l'encouragement. C'est justement l'un des bénéfices, j'en parlais tout à l'heure, tout au début, l'un des bénéfices d'être indépendant, c'est clairement d'être mieux valorisé. Et oui, on va te donner des responsabilités, mais on va t'accompagner, on va te pousser à le faire. Donc, je dirais pas de crainte, non. Ils se tournent vers toi parce qu'ils savent que tu en es capable. Si tu as passé le cap d'être indépendant, c'est que tu en es capable, c'est que tu es un bon entrepreneur et qu'il n'y a pas de souci, tu vas foncer. Étant capable de gérer un projet, normalement, si ton CV le montre, il n'y a pas de souci, clairement. Mais là-dessus, oui, non. Un des gros avantages d'être indépendant, c'est que les personnes vont avoir confiance, plus que des fois, je dirais, leurs propres salariés, et les SS2I également qui sont passés chez eux. Donc voilà, tu vas des fois avoir dans des missions, avoir plus d'impact qu'un des salariés, un des prestataires en SS2I. Et ça, c'est assez gratifiant. Les personnes clairement comptent sur toi, mais ça, ton travail, de toute façon, le statut d'indépendant dépend clairement de ton travail. Donc, ce que tu vas donner, c'est vraiment ça qui va faire avancer les choses. Ouais. Et ouais, donc là, toi, tu es en pure informatique. Ouais. Du coup, ça t'arrive jamais de coupler deux stratégies d'entreprise Non, j'avoue qu'après, il faut quand on se lance dans un projet comme ça, il faut éviter aussi de trop s'écarter. On ne peut pas tout faire, clairement. Il faut essayer d'avoir 1, 2, 3 lignes directrices, mais pas non plus partir dans tous les sens. Donc, si tu souhaites le faire, tu pourras peut-être le faire à terme. Il faut que tu en aies conscience dès le départ, c'est-à-dire peut-être commencer en tant qu'indépendant, passivement, technique, etc. Et te dire qu'après, je vais bifurquer plus sur la conseil d'entreprise et je sais pas ce que tu me disais, c'était stratégie, etc. Donc, tu vas peut-être orienter un peu plus ton CV là-dessus. Donc, bosser avec des startups, notamment, pour connaître un peu ce que c'est l'entrepreneuriat, les stratégies startups, etc. Donc, tu vas peut-être plus orienter ton CV là-dessus. Et derrière, peut-être basculer là-dessus après.
Mais faire les deux en même temps, dès le début, je pense que ça risque d'être compliqué. Note direct que c'est l'une de tes envies. Place-le direct dans tes envies à long terme et trace ta ligne direct vers ça. D'autres questions? Parmi vous, qui est-ce qui est motivé par ce statut finalement? Qui est-ce qui est... Ouais. D'accord. Vous comptez vous lancer direct dans certaines études ou non? En fait, je suis déjà auto-entrepreneur. Ouais. J'étais en DUT l'année dernière, je me faisais chier. Bonne raison. Donc en deuxième année, les amis avec qui j'étais sont partis en alternance. Ouais. Moi, je n'ai pas voulu faire alternance. Je trouvais des clients, TPE, PME, plus pas que de la création de site web par contre. D'accord. C'est même le truc que j'ai moins fait. Ouais. De la modification, des choses comme ça, de la mise en place de NAS, des choses pas tout. Et en fait, aujourd'hui, je me pose la question parce que j'ai tellement de demandes que je ne réponds plus, quoi, je ne réponds plus à rien. Ouais. Après, oui, c'est-à-dire que quand on voit des demandes accumulées, c'est un des indicateurs qui dit que oui, clairement, il faut passer le cap et il faut passer à autre chose. Enfin, il faut se lancer. Moi, ce qui me fait un peu peur quand même, c'est en informatique, il y a 10 ans, on avait un DUT, c'était super cool. Aujourd'hui, ouais, non. Non, je dirais pas comme toi parce que je suis parti avec un DUT et franchement, j'ai un peu ramé dans les SS2I pour essayer de faire valoir mes compétences. En France, on ne t'évalue pas sur tes compétences et on t'évalue sur ton diplôme. C'est l'une des choses pour lesquelles j'ai lutté pendant toute ma vie de salarié. Et c'est l'une des raisons aussi qui m'a poussé à être un indépendant. Clairement, c'est de prendre clairement les choses en main et de dire oui, voilà, j'ai telle et telle compétence et je me diriger vers ça et pas ça. Non, ça n'a pas été facile. Hein. Je suis sorti de DUT, j'ai mis 1 an à trouver le premier taf en informatique. Hein. Donc non. Il y a 10 ans, c'était pareil. Moi, j'ai un peu cette vision-là parce que dans ma famille, j'ai des gens qui font pas le bac, qui sont en informatique, qui ont des salaires à 4 euros. Donc, bon. Et je sens que les gens que je connais qui travaillent maintenant, faut le master. Ouais. C'est ça qui me bloque un peu. Ouais, complètement. Non, ça c'est un des gros problèmes contre lequel j'ai essayé de me battre, moi, personnellement. C'est que, oui, en France, on vous évalue sur le diplôme. Et le salaire va avec également. Donc, si vous demandez une augmentation, vous n'êtes pas plus 2, ça va être peanuts. Au bout du compte, vous allez ramer pour avoir peanuts à chaque fois. Pourquoi pas, mais moi, c'était clairement pas mon but. Et, j'avais envie d'entreprendre, donc oui. Et juste question, ton chiffre d'affaires la première année, il était à combien? 62K. Ah oui, note d'ailleurs pour les auto-entrepreneurs. Pour ceux qui comptent dépasser le statut en milieu d'année, il faut savoir que en fait, l'année de dépassement, il faut être inscrit à un organisme comptable qui gère vos comptes et qui va regarder vos comptes et valider vos comptes. Il faut le faire avant le 31 mai. C'est que moi, je dépassais clairement le CA au milieu d'année. C'était au 31 mai. Mais derrière, en fait, on va vous rajouter 25% de votre chiffre d'affaires. Et c'est là-dessus qu'on va calculer de l'impôt. Donc derrière, les taxes en impôt, moi, c'était le cas. Donc faites très attention sur le switch entre auto-entrepreneur et entreprise individuelle. Quand vous allez, avant même de sentir que vous allez dépasser les plafonds, allez voir un expert comptable, la CCI. Moi, à l'époque, ils ne sont pas su conseiller. Peut-être que ça a changé, j'espère. Le statut d'auto-entrepreneur est plus si neuf que ça, donc j'espère que maintenant, les personnes savent conseiller. Mais, c'est pas ça, 15 000 de plafond. 15 000 en service? En service. Ah oui, donc ouais. Bon, faites le direct, alors ça coûte rien. C'est 300 €. Faites le direct. Mais comme ça, vous ne posez même pas la question. Si vous dépassez les statuts, vous l'avez fait, ça coûte quoi? 200-300 € de s'inscrire à cet organisme, je pense. C'est un investissement pour le futur de toute façon, et puis ça vous évite un bon bordel derrière et des impôts, t'inquiète. D'autres questions? Non, nous autres, Ok. non. Oui. Non.
particulier parce que du coup tes charges, tes impôts se fait sur le chiffre d'affaires, donc tu n'exclus pas des charges. Donc clairement, il faut limiter un peu tes charges parce que il vaut mieux limiter ses charges de ce côté-là. Après, en indépendant, en entreprise individuelle, c'est différent. Enfin, tu vas t'imposer sur tes bénéfices. Donc là, du coup, tu vas essayer de gonfler un peu tes charges histoire de faire diminuer tes impôts. Donc tu vas te sous-louer par exemple dans ton appartement, c'est ce que je fais. Je sous-loue mon bureau à l'intérieur de mon appartement, ce qui permet de chaque mois d'avoir des charges en plus. Ta facture internet chez toi, un téléphone, la totale. Après, je peux pas non plus faire tout n'importe quoi. Le costard amené au pressing, ça tu peux pas le défrayer. Contrairement aux idées reçues, c'est un truc que tu peux pas défrayer. Il y a quelques limitations, mais après, c'est clair qu'il faut gonfler un peu plus ça quand tu es indépendant, avec un statut autre que auto-entrepreneur. Et ça répond à la question, c'était quoi la question de départ? C'est ce qu'on va aller. Où est-ce qu'on est imposable, tout ça quoi. Ouais, c'est imposable, mais très peu. Tu restes, c'est pas énorme non plus. Je sais plus de mémoire. Je pense que c'est 15, 20, 25, 23, ouais. Je suis déjà sorti, je me souviens plus là. Donc ouais. Combien de temps 2010 Ouais, 2010. Donc, ça fait 3 ans que je suis indépendant. Bon, maintenant je cumule en plus avec une start-up que j'ai créée en 2012. J'avoue, j'ai un peu ralenti côté indépendant. C'est un peu plus compliqué pour moi de gérer les deux. Là, actuellement, je continue le métier d'indépendant, c'est ça qui permet de me faire vivre d'ailleurs. C'est ça qui me permet aussi de risquer vers la création d'entreprise. Mais de l'autre côté, voilà, c'est ça qui va me faire vivre. Donc, j'ai quand même un peu de presta. Par exemple, une presta 2 jours par semaine là, chez un client actuellement. Je bosse ici avec une start-up sur un produit sur Magento. Donc j'ai fait une V1 avec eux, c'était mars. Je refais une V2, je suis en train de terminer une V2. Donc c'est ça aussi, les startups, je pense que c'est aussi un bon moyen de trouver du taf. Parce qu'eux, ils cherchent de la flexibilité. C'est clairement ce que peut proposer un indépendant. Ils cherchent beaucoup de flexibilité. Et là, là-dessus, l'indépendant se passe assez bien. Et au départ, ils n'ont pas la possibilité aussi d'embaucher. Donc c'est soit les stagiaires, soit les indépendants. Et les indeps apportent beaucoup plus d'expérience qu'un stagiaire, clairement. Et apportent de l'expérience professionnelle. Voilà. C'est tout? Yes? Les évolutions? Ça dépend des prestats que tu effectues. Je dirais, au départ, tu vas peut-être faire plus de REA. En informatique, tu vas faire plus de REA. Après l'ALEA, tu vas peut-être plus donner de formation. Les formations, clairement, c'est le taux horaire est au-dessus d'un taux réalisateur, développeur. Donc, voilà, ça dépend du style de prestation que tu vas offrir, je pense. Et des années d'expérience, vu que tu vas commencer à gonfler tes prix au fur et à mesure que tu auras de la demande, que tu auras de l'expérience dans telle techno, tu seras expert dans telle techno, tu vas commencer à gonfler les prix, tu auras de la demande. C'est un peu. C'est à toi de juger. Il ne faut pas non plus être au-dessus du marché. Donc, après, je dirais, dès le début, en indépendant, tu vas bien gagner. Tu vas mieux gagner ta vie qu'en tant que salarié. C'est pas non plus. Tu peux stagner pendant les premières années, sans souci. C'est pas. Là, en taux horaire, au début, c'est parti sur quelle base? En moyenne, c'était 325 € le jour. Ouais. Donc, ouais, chez Cofidis, c'était 325. C'était pas énorme. C'était durement négocié. Mais bon, après, je me suis dit, c'était mon premier contrat indépendant. Donc, ouais. C'est déjà pas mal. Ça fait des factures des fois. En bossant un mois complet, ça fait une facture à 5 €. C'est fini de passer. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est un développement biologique, donc on n'aura pas de développement technologique. Mais la semaine de la rentrée, ça reprend. C'est une personne qui vient nous présenter le développement sous iOS. Un développeur iOS expérimenté qui va nous parler de
Merci.